que la réalité ne vous a pas rattrapé quand on voit que Marine Le Pen, dans les sondages, se porte bien? Elle a très bien résisté à l'offensive Zemmour, pour l'instant. Elle a perdu 10 points. Qui vivra verra. Elle était à 28 en juin 2021. Ah ouais. Allez, soyons francs, est-ce qu'elle n'a pas mieux résisté que vous ne l'imaginiez ou que vous l'espériez? Écoutez, quand j'ai commencé, tout le monde me disait « tu ne lui prendras pas un point ». Donc, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Elle a eu sa chance. Elle a été déjà 2 fois candidate. Et elle a échoué. C'est quand même ça le fond de l'affaire. Et tout le monde sait qu'elle n'y arrivera jamais. Donc si j'y vais, c'est uniquement parce qu'elle n'y est pas arrivée. Sa formule, on peut juger ça un peu gnangnan. Il faut aimer les gens. C'est un lieu commun. Cliché, on est bien d'accord. Cliché de politicien. Vous m'arrachez les mots. Est-ce que ce cliché en politique n'est pas un peu vrai? On a vu en politique, des gens très brillants, des baladures, des bars, peut-être Fillon dans une certaine mesure, qui était très brillant, mais à qui il manquait un petit peu ce côté humain, j'aime les gens, avec ce que ça a de factice, mais encore une fois, on en parlait au début. Bien sûr. Ça vous manque? Mais non. Pardonnez-moi, non. Pardon. L'image du fusil, l'image du Bataclan, l'image du doigt d'honneur. Ça n'a rien à voir. Vous savez que c'est à charge contre vous, dans l'esprit de beaucoup de gens. Pardonnez-moi, ça n'a rien à voir avec aimer les gens ou pas. Pardonnez-moi. L'image du fusil... Faire un doigt d'honneur, c'est pas le plus grand... mais attendez. Oui. L'image du fusil, c'est une plaisanterie. Qu'on ait trouvé ça lourdingue, je veux bien, mais c'est une plaisanterie. Ça n'a rien à voir avec aimer ou pas aimer les gens. L'image du Bataclan, en revanche, c'est politique. C'est-à-dire que je voulais montrer qu'il y avait un scandaleux échec du gouvernement précédent qui avait provoqué ces morts. C'est politique. Ça n'a rien à voir avec aimer les gens ou pas aimer les gens. Permettez-moi une parenthèse. Vous dites une chose vraie à ce moment-là, qui est que par le flux migratoire, certains, même si c'est minime par rapport à la masse du flux, mais certains sont passés, c'est vrai, mais vous le faites d'une manière qui est faite pour choquer, parce que aller là, dans un lieu de recueillement, pour un geste politique, vous savez que ça choque. Donc est-ce qu'il n'y a pas là, de nouveau, cette façon de blesser? Alors vous me dites, ça prouve que vous n'aimez pas les gens. Je vous dis, non, ça n'a rien à voir, je ne blesse personne. Vous savez, il y a des même parents... des associations de survivants. Attendez. Alors là, vous confondez les associations qui sont politisées et les parents de victimes. Vous savez, il y a des parents de victimes que je connais qui m'ont écrit. Il y a tous les avis dans le domaine, c'est vrai. Voilà. Oui. Et quand je reçois dans un de mes meetings Madame Monguillot, vous savez, la femme de ce pauvre chauffeur de bus qui a été assassiné par des racailles, vous voyez qu'elle est d'accord avec moi. Elle ne me trouve pas choquant ni brutal. C'est la mort de ces gens-là qui est brutale, Darius Rochemain. Oui. Ce ne sont pas mes mots, une grande partie de l'opinion a mal ressenti ça. Prenons le doigt d'honneur. C'est un extrait d'un documentaire Maison. En l'occurrence, c'est Antoine Bourdarias et c'est Olivier Hubeda, quelqu'un de chez vous, qui en parle avec une certaine franchise. Donc je suis allé le voir à sa place, dans la voiture où il était, et je lui ai demandé, Éric, vous confirmez que vous avez fait un doigt d'honneur? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, ça va pas ça, je vais vous mettre des moufles, je lui ai dit. Alors il s'est marré, moi aussi d'ailleurs, parce qu'on s'entend quand même plutôt bien. Et là il a dit, c'est sorti tout seul. Éric Zemmour, les moufles? Les moufles, c'était assez drôle, je reconnais. Non, mais je vais pas vous dire que c'était un geste élégant. Mais il faut comprendre le contexte. Je pense que beaucoup de gens dans ma situation auraient fait pire. J'ai été harcelé par des antifas pendant 24 heures, qui ont menacé tous les commerçants qui voulaient me recevoir de leur briser leur devanture, qui ont brisé la devanture du seul restaurant qui m'a accueilli à Marseille, qui ont agressé les gens, qui ont... Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et cette femme à qui je fais un doigt d'honneur me fait un doigt d'honneur, et alors que, gentiment, j'ai poussé ma sécurité pour qu'elle s'approche de moi. Est-ce que ça n'en dit pas quelque chose de vous? Ça dit quoi? Que j'étais excédé. Très bien. Vous savez, à Marseille... Jacques Chirac a dit connard et qui répond enchanté. Moi, c'est Chirac. Attendez. Il y a une façon. Oui. Cette façon peut-être un peu moins monsieur que vous avez et davantage un peu voyou. Mais je ne suis pas un voyou, pardonnez-moi. Simplement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans ma situation, auraient réagi comme moi. Il y a beaucoup de gens qui, même en voiture, font des doigts d'honneur. Ce n'est pas, je répète, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux au monde, ce n'est pas très élégant, mais vous savez, on ne va pas en faire tout un fromage. Vous regrettez? Si vous voulez, oui, je ne me serais pas... C'est difficile chez Éric Zemmour. Tous les jours. Éric Zemmour, du début de la campagne, il avait de la peine à dire « je regrette ». Là, ça commence à venir. Non, mais... c'est pas la même chose.
On me demande de regretter des paroles politiques ou idéologiques. Vous comprenez? Là, je ne regrette pas. 24 avril, on a parlé de l'hypothèse où vous gagnez, objectivité de faire, hypothèse où vous perdez. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous installez un mouvement durable? Est-ce que vous pouvez être le Charles Maurras des années 20, droite, nationaliste, intellectuel? Pourquoi le Charles Maurras? Pourquoi pas je ne vais pas prendre Lénine, disons. Lénine, non, moi je ne fais pas de coup d'État. Je fais pas de... Non, ça c'est vrai. Est-ce que vous pouvez continuer au fond? Est-ce que la base que vous avez constituée là fait que vous êtes candidat même la prochaine fois? Bien sûr, on verra. Moi je ne serai pas un professionnel de la candidature. Je dis simplement que là, on va installer un mouvement durable dans la vie politique. C'est unique ce qu'on a fait. Pardonnez-moi, Darius Rochemin, de cette présomption. C'est unique. Un parti Reconquête qui, en un mois, reçoit 80 000 adhésions, c'est du jamais vu. Donc évidemment qu'on va continuer, on va installer un parti. C'est quand même ça le but. Mais vous avez raison, grand succès populaire, disons. Voilà, exactement. Bien sûr qu'il faut gagner après, vous avez raison aussi. Mais si vous voulez, on va installer ce parti. On va, si vous voulez, faire ce que ni le Rassemblement national ni LR ne font. On va mener le combat culturel et on va mener le combat politique. Et on va continuer à rassembler le peuple de droite. Nous sommes le mouvement de la rupture, 2, le mouvement de l'union des droites. Vous perdez, toujours hypothèse, est-ce que vous retournez par exemple à CNews? Est-ce que vous retrouvez votre vie d'avant? A priori, je ne retrouve pas ma vie d'avant, non. Je vais rester engagé dans la vie politique nationale. Mais tout ça, on verra. Il y a cette séquence incroyable d'audition au Sénat où Vincent Bolloré, le propriétaire de CNews, mais de tant d'autres médias, a un lapsus. Il dit, je pense, il vous présente déjà comme président. Personne n'imaginait qu'il deviendrait président de la République. C'est un lapsus prophétique. On verra. Dans cette mouvance, est-ce qu'il a joué un rôle à la main que votre adversaire, un peu ami, mais surtout adversaire, dit qu'il y a un côté Murdoch dans Vincent Bolloré, il est colossal, fortune. Il joue dans cette tentative de révolution conservatrice un rôle important, c'est le cas? En tout cas, ce que je sais, c'est que pour en avoir discuté avec lui, Vincent Bolloré est très conscient du danger qui nous guette, du danger de civilisation qui nous guette, de remplacement de civilisation. Il veut léguer à ses enfants et à ses petits-enfants la France telle qu'on l'a léguée. Donc il a un sentiment de mission? Absolument. Et je pense que c'est très noble chez lui. Je suis toujours agacé par ces grands patrons qui ont réussi, et c'est tout à leur mérite et tout à leur gloire, et je ne suis pas dans le ressentiment ou dans l'envie ou dans la lutte des classes, etc. Mais je regrette toujours qu'ils ne s'engagent pas. Il peut y avoir des patrons de gauche, de droite, est-ce que vous entendez ceux qui disent c'est dangereux d'avoir un patron si puissant qui a un sentiment de mission politique? Écoutez, moi, je trouve ça noble. Il y a d'autres qui ne comptent que leur argent, qui s'installent à l'étranger, qui considèrent qu'ils ne sont plus vraiment français. Moi, je préfère quelqu'un qui est patriote et qui veut défendre la France. Je lui rends hommage. Aujourd'hui, la France va ou ne va pas vers à demi-plein, à demi-vide. On sent bien que c'est toujours en arrière-fond, comme en 2017, très important dans cette élection. Si on remonte à nouveau à votre enfance, ça me frappait quand vous décriviez, je crois que c'est Lucette et Roger, vos parents. Absolument. Ambulanciers, les 30 Glorieuses, ils font partie de ces gens, c'est nos parents, tant de nos parents, pas tous, mais enfin la plupart de nos parents qui ont bénéficié de cette économie libérale, qui tournait à plein régime, qui recevait beaucoup de migrants, c'était notamment les années Giscard, qui se portait bien, qui s'est développé. Est-ce que là, il n'y a pas une forme chez vous de myopie rétrospective? Je voudrais corriger. Corriger, si vous le pensez. Elle n'était pas très libérale. Le général de Gaulle lui-même se décrivait comme un dirigiste, un mot que plus personne n'emploierait aujourd'hui. Jusqu'à un peu plus libéral déjà. Oui, déjà, vous avez raison, mais très colbertiste en vérité. D'ailleurs, c'est ce qui a été grand chez lui. Il a fait le téléphone, il a achevé le programme nucléaire voulu par De Gaulle et Pompidou. Encore très étatiste. Il a préparé le TGV. Vous voyez, c'était des grands, pas étatistes, colbertistes. C'est-à-dire des grands projets d'État. Bon, bref. Deuxièmement, la génération de nos parents a bénéficié, vous avez raison, des 30 Glorieuses. Elle a aussi beaucoup travaillé. Personne ne nie ça. Voilà. Troisièmement, quand vous dites qu'il recevait beaucoup d'immigration, vous avez raison. Ça a été, selon moi, une des grandes fautes du patronat français, que d'avoir préféré l'immigration qui ne coûtait pas cher, l'immigration maghrébine, africaine,
alors qu'on aurait pu davantage moderniser les entreprises. Le Japon, à la même époque, l'a fait. Je pense que nous payons aujourd'hui des choix qui ont été néfastes. Mais pardon, Éric Zemmour, ça marchait. Est-ce que ce n'est pas la preuve que la croissance, l'économie libérale peut absorber beaucoup de migration, peut effectivement intégrer, parce que, oui, la croissance intègre. Pardonnez-moi. Vous imaginez dans une économie où il y a des immigrés qui viennent pour travailler. Aujourd'hui, ils ne viennent plus pour travailler. Déjà. Attendez, ça marchait ils ne viennent plus pour travailler. Deuxièmement, il n'y avait pas leurs femmes et leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons une immigration de peuplement. Je vous répète, 14% seulement des immigrés viennent pour travailler. Sur les 275 000, vous voyez que je suis dans une épure sobre. Troisièmement, est-ce que vous connaissez le taux d'inactivité des étrangers extra-européens en France pour des gens de 15 ans à 64 ans, je ne parle pas des retraités, il est de 55%. C'est-à-dire qu'il y a 50... vérifier ces chiffres. Ah mais je vous assure. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui nous ne sommes plus justement dans la situation de l'époque, à cause du regroupement familial, à cause de l'inactivité, à cause du chômage de masse. On ne peut plus se payer autant d'immigrés. On a 6 millions de chômeurs. On n'avait pas de chômeurs. Éric Zemmour. Et pourtant, tant de Cassandre, notamment dans votre livre, vous parlez de la méchante financiarisation, par exemple, comme beaucoup, très à droite, mais aussi très à gauche, trouvent que c'est un désastre. Et à chaque fois, on dit 2008... la société va s'écraser. 2020, on a dit, vous allez voir, il va y avoir des files de chômeurs, l'économie va s'écraser. L'économie libérale a très bien survécu. Mais je ne suis pas... D'abord, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez faire... a augmenté en permanence. Mais pourquoi voulez-vous faire de moi un anti-libéral? Je suis pour l'économie de marché, voyons. Mais l'économie de marché, c'est aussi la circulation de tout, des biens, des idées, des personnes. Mais bien sûr, vous avez raison. Sauf que, au-dessus de cela, il y a la France. Et que... si nous devons prendre des mesures parce que la France est en danger, là, nous prendrons des mesures contre la libération des échanges de personnes. Oui, voilà, c'est simple. Et je ne ferai absolument sans... 6,7, on verra les chiffres finaux, mais 6,7% de croissance en France, alors que beaucoup prévoyaient que ce serait une sorte de désastre. Ne tombez pas dans ce panneau-là. On a eu en 2020 moins 8%. Bien sûr, c'est un rattrapage partiel. Et enfin, à quel prix? C'est pas 1929. Il n'y a pas les queues de chômeurs à la soupe populaire. Mais, cher Darius Rochepin, en 1929, les autorités politiques et monétaires n'ont pas voulu faire ce que les autorités monétaires aujourd'hui font, c'est-à-dire arroser de milliards et de milliards et de trilliards les États. Ça a marché pour l'instant. Ah ben ça marche, mais à un prix d'une dette énorme. Oui. Donc, si vous voulez, oui, ça marche, mais parce qu'on s'est endetté considérablement. Éric Zemmour, écoutez, on parle du capitalisme dans toute sa splendeur. Vous êtes à Londres en voyage document, c'est la bataille de l'Élysée par François-Xavier Ménage, avec votre conseillère et votre compagne, Madame Knafo, et vous êtes à Londres, écoutez-la. En arrivant, je pense que c'est important de mettre le contexte dans lequel tu es accueilli. Le maire de Londres. Alors, j'allais le dire, est-ce que je commence par ça ou est-ce que je commence tout de suite? Au tout début, un petit mot sur Sadiq Khan versus Hidalgo. Oui. Les deux qui détruisent leur ville, l'insécurité qui a explosé. Qui détruisent leur ville et qui détruisent l'esprit même de Londres, c'est-à-dire la liberté. La liberté de penser, la liberté de parler. Enfin, je veux dire, quand même, Voltaire, il va à Londres, Chateaubriand, il va à Londres, De Gaulle, il va évidemment à Londres. Il y a des islamistes qui ont le droit de faire des prêches dans Hyde Park, et toi, tu n'as pas le droit de louer une salle. Ah non, mais c'est fou. Éric Zemmour.